Salutations. Aujourd'hui, nous allons parler d'un des piliers de la culture occidentale, une œuvre qui peut être considérée comme la première œuvre en français. Je vous parle bien entendu de la chanson de Roland. Mais qu'est-ce que la chanson de Roland? Pourquoi peut-on la considérer comme la première œuvre en français? Et surtout, devez-vous la lire? C'est ce que nous allons voir. Avant ça, pensez à liker, commenter et à vous abonner, cela me soutiendrait. La chanson de Roland est un poème épique rédigé au XIe siècle. En voici un résumé. Charlemagne, pendant des années, a mené de nombreuses guerres en Espagne, si bien qu'un roi musulman, Marsile, songe à devenir son vassal et à se convertir. Il envoie donc des émissaires à Charlemagne pour se soumettre. Quand la nouvelle est annoncée à l'empereur, celui-ci doit à nouveau envoyer un émissaire pour négocier cette soumission. Il pense d'abord à Roland, son neveu, préfet de la Marche de Bretagne, mais celui-ci lui est trop cher pour risquer de le perdre. Roland alors propose Ganelon, un autre aristocrate, et la foule acclame ce choix. Ganelon, jaloux puisqu'on préfère sa mort à celle de Roland, va comploter contre lui avec le roi Marsile. Son plan est très simple, convaincre Charlemagne de la soumission de Marsile pour que l'armée de Charlemagne retourne de l'autre côté des Pyrénées, et pour que Roland, ainsi que l'arrière-garde, sans renfort, soient massacrés après une attaque surprise dans le col de Roncevaux. Et ce plan fonctionne très bien. Charlemagne, charmé par les présents qu'offre Marsile pour sa reddition, commence sa marche pour retourner à Aix-la-Chapelle. Ganelon propose que Roland soit à l'arrière-garde, ce qui est accepté. Enfin, Marsile attaque par surprise l'armée de Roland dans le col de Roncevaux. Roland alors n'est pas seul, il fait partie des 12 pairs, les 12 plus valeureux chevaliers du royaume. Les plus connus sont l'archevêque Turpin et son ami Olivier. Lorsque la bataille commence, Olivier veut que Roland sonne de son olifant, pour que Charlemagne vienne en renfort, ce que Roland refuse catégoriquement. Pour lui, il est déshonorant que cette arrière-garde, censée protéger l'armée de Charlemagne, l'appelle à son secours. Il préfère, et c'est un exemple typique de la morale chevaleresque, perdre la vie plutôt que de perdre l'honneur. Par conséquent, il choisit le combat. La bataille fait rage et malgré les exploits des 12 preux, de Turpin, Olivier et de Roland, l'arrière-garde commence à faiblir. Désormais seul survivant de son armée de milliers d'hommes et déjà déshonoré par cette défaite sanglante, Roland se rend à l'évidence. Il faut appeler Charlemagne. Alors, au beau milieu du col de Roncevaux, il fait ce geste qui deviendra iconique. Il sonne, enfin, de l'olifant. Il souffle dans ce camp pour avertir Charlemagne, non pas faiblement, mais de toutes ses forces, si bien qu'une fois ce souffle rendu, il s'évanouit. Lorsque Charlemagne revient, l'armée qu'il a laissée derrière lui n'est plus, et Roland est déjà mort. Par la suite, Charlemagne continue sa lutte contre Marsile et triomphe. Puis Marsile étant vaincu, un émir musulman, Baligan, attaque à nouveau l'empereur à la barbe fleurie. Il sera lui aussi vaincu et l'Espagne conquise. Enfin, Ganelon, après une ordalie, c'est-à-dire un duel, pour déterminer s'il est coupable de la mort de Roland, est condamné à mort, lui et toute sa famille. Ce récit est inspiré de la véritable bataille de Roncevaux de 778, qui eut lieu dans les cols pyrénéens. Mais son déroulé n'est pas le même. Je ne vous parle pas du fait que ça soit romancé, loin de là. Plutôt d'autres éléments de l'intrigue qui ont été greffés à la véritable bataille. La bataille historique de Roncevaux de 778 s'inscrit dans le projet de Charlemagne de s'étendre en Espagne, alors grandement occupée par la dynastie omeyyade. Il profite d'une révolte dans le nord-est de la péninsule pour offrir sa protection aux révoltés. C'est la création de la Marche d'Espagne carolingienne. Après l'échec de son attaque sur Saragosse, il doit rebrousser chemin. Il détruit alors la ville basque de Pampelune, puis continue sa route, mais les Basques l'attaquent au col de Roncevaux. Et voici la principale différence entre la chanson de Roland et la véritable bataille. Alors que dans la chanson de Roland, on a affaire à une traîtrise et à un complot, dans la véritable bataille, il s'agit d'une revanche. Alors que dans la chanson de Roland, le combat s'engage face aux musulmans d'Espagne, lors de la bataille, il s'agit des Basques chrétiens que Charlemagne affronte. Alors que dans la chanson de Roland, Charlemagne revient auréolé de gloire et conquérant de l'Espagne, à Roncevaux, il subit une de ses pires défaites. D'ailleurs, Charlemagne est loin d'être dans une optique de guerre sainte contre les musulmans. Son incursion en Espagne est en soutien d'une rébellion locale musulmane, et il a de bonnes relations avec le califat abbasside, si bien qu'il recevra un superbe éléphant, Abou l'Abbas. Et cet élément nous montre le contexte de création de la chanson de Roland. Il s'agit d'une œuvre du XIe siècle, rédigée à une époque où la nostalgie des Carolingiens d'un côté, mais surtout l'esprit des croisades de l'autre, règne. En effet, en cette fin du XIe siècle, ce sera la première croisade, et c'est pourquoi dans l'imaginaire du XIe, il semblait plus logique que Charlemagne affronte des musulmans que les Basques chrétiens. Cela dit, la version de la chanson de Roland du XIe siècle est la simple mise en écrit d'une tradition orale datant de plusieurs décennies auparavant. Il s'agit en tout cas de la première œuvre fictionnelle que nous ayons conservée rédigée en français.
On fait généralement remonter la naissance du français à 842 avec les serments de Strasbourg. Les serments de Strasbourg sont la promesse entre Charles le Chauve et Louis le Germanique, petit-fils de Charlemagne, de se soutenir dans la lutte contre leur autre frère, Lothaire. Il en existe deux versions. La première en tudesque, langue germanique alors parlée par l'aristocratie franque. Ce serment en tudesque est prononcé par Charles pour montrer aux populations soumises à son frère Louis, qui sont germaniques, cette alliance. Je vous l'affiche. Voici une tentative de lire du tudesque, qui n'est évidemment pas ma langue natale. Gottes minna in tes Christianes volches, ind unser bedero, geadnisi fontesemo, da gefram mordes sofram somir got, gewisti, indi mad forgibit, so haltif tesan minan bruder, soso man mit retu, sinan bruder skal, intiu, taser mig soso maduo, indi mit luderen, inno new ting negegango, te minan nilo immos escaden, unerden. L'autre version des serments de Strasbourg, en langue romane, donc qui était parlée par les Gallo-Romains, qui constituent l'essentiel de la population d'alors, est prononcée par Louis le Germanique. Je vous l'affiche là maintenant. Pro Deo amor, et pro Christian Poblo nostro commun salvament, disdi en avant, int quant Deus saver, et podiar me donat si sarparai e osist minum meon. Fradere Carlo et in aiudha, et in cadhulna cosa, si cum perdereit son fradera salvar dift, in oquid il mi altaris facet, et abluder nul plaid nunquam prinderai, qui meon volsist meon fradere Carle in damnosit. Vous vous rendrez compte de quelque chose, même si c'est officiellement le début de la langue française, on n'y comprend rien. C'est normal, en fait c'est à cause de ce qu'on appelle la Renaissance carolingienne. La Renaissance carolingienne, ce n'est pas, comme pour la Renaissance italienne, de redécouvrir des textes anciens, mais de créer une nouvelle littérature à partir de ceux-ci. La Renaissance carolingienne, c'est la redécouverte de la grammaire latine, et la volonté que les textes législatifs et administratifs soient rédigés dans un latin parfait. Et cette Renaissance carolingienne a eu deux principaux effets. Le premier, la sauvegarde de certains textes antiques, qui sans elle auraient disparu, et l'uniformisation de la calligraphie avec la minuscule caroline, toujours utilisée aujourd'hui, puisqu'il s'agit de la police Times New Roman actuelle. Le second, c'est en revenant à un latin plus ancien de considérer la langue parlée à l'époque comme une langue différente. Ainsi, on voit deux langues, le latin, langue officielle, celle de l'administration, et une langue romane qui lui est distincte, et qui est parlée par la population. Et avec les serments de Strasbourg, on a une première occurrence de cette langue romane qui n'est plus un sous-latin. Mais quel est le rapport avec la chanson de Roland, me direz-vous ? Eh bien, alors que cette langue romane est utilisée dans la vie quotidienne et politique pour s'adresser au peuple gallo-romain dès le IXe siècle, il ne s'agit pas d'une langue d'art avant le XIe. Il n'y a pas d'œuvre, pas de texte fictionnel avant cette chanson de Roland. D'ailleurs, c'est assez affolant de voir la première occurrence de la langue française, les serments de Strasbourg, et sa première fiction. Parce qu'on voit bien la différence entre ces deux langues et le fossé qui existe. Je vous remets un extrait des serments de Strasbourg. Pro Deo amor, et pro Christian Poblo et nostro commun salvament. Donc, pour l'amour de Dieu, pour le peuple chrétien et notre commun salut. Voici désormais un extrait de la chanson de Roland. Carles Reis nostre imperere magnes. Charles le roi, notre grand empereur. Vous voyez bien qu'on ne parle déjà plus la même langue. Par conséquent, vous devez de lire la chanson de Roland pour connaître cette première œuvre de la littérature française. Mais mis à part son caractère de premier livre en français, devriez-vous lire la chanson de Roland. Pour moi, qui l'ai lu 2 fois, c'est un très grand oui. Premièrement, c'est une œuvre pleinement épique. On a des descriptions de batailles, des combats très impressionnants, des chevaux découpés, des épées qui volent, etc. Ensuite, c'est aussi une plongée dans une autre morale, celle de la chevalerie, celle de Roland refusant de sonner de l'olifant pour sauver son honneur, celle des longs discours et des ordonnés pour savoir si un homme est coupable. C'est une œuvre pleine de courage et l'esprit chevaleresque qui est omniprésent. On y trouve aussi la place très importante de la foi, avec le combat contre les musulmans premièrement, mais aussi l'archevêque guerrier Turpin, ou encore la présence de l'ange Gabriel. Cette œuvre nous montre la foi viscérale des chrétiens médiévaux, capables de se battre pour celle-ci. C'est une parfaite représentation de cet esprit de croisade et de cette foi médiévale. C'est aussi dans un second temps une œuvre belle, très belle, que vous la lisiez en ancien français pour apprécier simplement la sonorité des vers, ou en français moderne pour une meilleure compréhension,
vous serez frappé par la beauté de ce chant. Il ne s'agit pas, comme on pourrait s'y attendre, d'une simple bataille entre illettrés. Non, pas du tout. On a des descriptions de paysages, de lieux. On a aussi des répétitions pour avoir plusieurs versions d'un même échange. Par exemple, lorsque Olivier et Roland parlent de sonner de l'olifant, cette scène prend plusieurs lestes, c'est-à-dire plusieurs strophes. Les strophes 129, 130 et 131 commencent par cette anaphore So dist Roland. Roland lui dit. Cette répétition, elle permet deux choses. Premièrement, la mise en place d'un rythme pour la sonorité et la recherche du bout. Mais elle nous montre aussi l'hésitation et les doutes de Roland. Et ça aussi, c'est un élément de la beauté de la chanson de Roland, l'humanité des personnages. Car oui, on pourrait avoir l'impression qu'avec l'esprit de chevalerie, on a affaire à de simples brutes, courant à la bataille et à la gloire à la moindre occasion. Mais c'est très loin d'être le cas. Les personnages de la chanson de Roland sont émotifs. Ganelon est jaloux de Roland par exemple, et c'est même le fondement de l'intrigue. Les soldats sont joyeux d'apprendre la reddition de Marsil. Mais les principales émotions que l'on voit, ce sont la peur et la tristesse. La peur chez Roland. La peur d'être déshonoré, mais aussi celle d'avoir fait le mauvais choix, de sonner de l'olifant trop tard, d'avoir entraîné en vain la mort de ses pères. Il s'évanouira d'ailleurs plus d'une fois. Sa fin, celle de devoir sonner de l'olifant, mais bien trop tard, est semblable à celle d'un héros de tragédie. Il est comme Cassandre avertissant, mais trop tard, de la défaite. La tristesse, chez Roland toujours, mais aussi chez Charlemagne. Roland, bien sûr, quand la défaite devient certaine, s'évanouit de peur, mais aussi parce qu'il ne peut soutenir de voir les cadavres de ses compagnons. De même, Charlemagne, voyant le corps sans vie de Roland, pleure et s'évanouit, tout comme pleura Achille à la mort de Patrocle. Et c'est aussi cela que nous montre la chanson de Roland, l'humanité de personnages héroïques. C'est donc aussi pour son caractère épique et pour sa beauté intrinsèque que je vous recommande la chanson de Roland. Cette œuvre me semble aujourd'hui trop méconnue. Et avant qu'elle ne soit oubliée, je voudrais sonner de l'olifant pour que le monde entende, au moins une dernière fois, parler de Roland et de Roncevaux. Je vous remercie de m'avoir écouté. Si la vidéo vous a plu, encore une fois, n'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner. Cela me soutiendrait.